J'ai eu l'occasion de faire 6 vidéos sur le nombre, l'étude du nombre à travers les châteaux du Bugey et en particulier les châteaux d'Amberieu-en-Bugey, puisque ici on a un certain nombre de châteaux, et plus particulièrement le château des Alimes. Alors le château des Alimes, effectivement, il a bien des choses à nous dire sur le code numérique, notamment en métrologie, puisque c'est le château qui est le mieux conservé ici. Hein. Donc j'ai fait 6 vidéos sur les nombres. Et là, maintenant, j'aimerais lancer une série de vidéos sur la méthodologie à utiliser. Alors pourquoi faire de la méthodologie? J'ai eu quelques personnes là qui se sont signalées sur Internet, qui sont venues un petit peu prendre des informations sur les éléments que je peux trouver ici dans les châteaux. Et eh bien, ces personnes, elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Il y a des personnes qui aimeraient que finalement je fasse les recherches d'une certaine manière, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose, effectivement, qu'il y a des principes que j'ai pu mettre en évidence, voilà, sur ces châteaux, mais eux-mêmes ne se sentent pas vraiment, sentent pas vraiment à même de le faire. Donc la première des choses, c'est que le temps travaille toujours pour nous. Donc, les- moi, c'est un travail que je fais depuis 7 ans maintenant. J'ai attendu 7 ans avant de proposer quelque chose. C'est beaucoup de temps, voilà, mais finalement, on peut faire beaucoup de découvertes, mais avant de pouvoir les proposer, finalement, il y a un certain chemin à faire. Et c'est ce chemin-là méthodologique que j'aimerais amener pour ceux qui ne seraient pas vraiment rassurés à l'idée de faire eux-mêmes les recherches et les encourager à faire eux-mêmes ces recherches-là. Parce que vous allez voir que euh, ce n'est pas forcément à quelqu'un qui a un savoir universitaire très élevé euh, qu'il revient de faire ses recherches et de trouver des choses très intéressantes sur le plan scientifique. C'est un problème d'ouverture d'esprit et de méthode, il me semble. Donc d'une certaine manière, c'est vrai que d'avoir pu faire des études universitaires aide. Ça c'est vrai. Mais il y a nombre d'universitaires aussi qui doivent passer à côté de beaucoup de choses à mon avis. Les sciences et la philosophie que je peux utiliser sur les châteaux, ici sur Amberieu-en-Bugey, sont accessibles à beaucoup de monde et ne sont pas élitistes. Donc ça, faut bien le comprendre. Euh, les mathématiques utilisées sont des mathématiques qui ne sont pas d'un niveau extraordinaire. La géométrie non plus, l'astronomie non plus. Bon, dès qu'on commence à regarder la Lune, effectivement, les phénomènes astronomiques sont plus complexes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez appréhendable par beaucoup de monde. Il faut simplement se donner du temps pour ça. Voilà. Il faut y accorder régulièrement du temps et se poser toujours un petit peu des questions, euh, avoir un esprit curieux un petit peu en permanence sur les questions solaires, sur les questions d'alignement, de château, sur les questions numériques. Et puis surtout, donc, il faut avoir une méthode. Et ça, c'est l'objet des vidéos que je vais faire dans les prochains temps. Alors, méthodologie partie 1, science moderne. Alors, je propose une définition de la science moderne. Ah, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'avais entendu dire je crois, d'un psychiatre. Et je pense que ça a un certain intérêt. Maintenant, il y a plein d'autres possibilités, je pense, pour définir la science moderne. Donc la science moderne, c'est la meilleure réponse actualisée à un moment donné à un phénomène ou à un problème qui nous dépasse. Voilà. Alors, qui nous dépasse, pourquoi? Tout simplement, si je prends l'histoire des sciences, on pourrait prendre par exemple parler de Newton, voilà, qui a découvert des principes, notamment sur le mouvement des corps et des causes qui font que les objets peuvent se mettre en mouvement. Et Newton, au moment où il le dit, effectivement, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment un précurseur. Mais d'un autre côté, Newton est aussi décrié, parce qu'il a d'autres facettes, il a des facettes de grand scientifique, mais il a aussi des facettes plus ésotériques en fait. Hein.
Et si on regarde le début du XXe siècle, eh bien, il y a Albert Einstein qui, lui, finalement, d'une certaine manière, balaye Newton en amenant la théorie de la relativité générale et la théorie de la relativité restreinte. Voilà. Et finalement, Newton, ce qu'il expliquait, la mécanique newtonienne, c'est quelque chose finalement qui était tout à fait précurseur au moment où il l'a amené. Hein. Mais simplement, ce qu'amène Einstein, c'est finalement une généralisation des problèmes amenés par Newton. Et cependant, Einstein, voilà, il permet d'actualiser Newton en le généralisant, sachant qu'Einstein n'a encore pas la solution finale du problème, hein, parce que ça nous dépasse. Voilà. Donc il y a une question là-dedans où la science moderne est itérative, c'est-à-dire que on recommence sans cesse pour essayer de trouver un modèle qui ait encore une meilleure réponse que la précédente. Ça, c'est la science moderne. Alors, qui décide de cette science? Moi, j'aimerais qu'on se pose cette question-là vraiment sérieusement et elle aussi, qu'on l'actualise, cette question. Alors, la science, elle est associée directement à la politique. Hein. Voilà, si on veut prendre l'exemple de Galilée, eh bien, Galilée était à l'envers d'un certain pouvoir politique. Voilà, et d'ailleurs, il a failli y laisser la vie à cause de ça. Contrairement à ce qu'on croit, Galilée, il n'a pas découvert que la Terre était ronde. Donc j'entends dire ça parfois. Non, non, c'est pas un problème de Terre plate et Terre ronde, Galilée. C'est un problème c'est un problème finalement, d'astres qui tournent l'un par rapport à l'autre. Donc là où le Moyen Âge, reprenant les travaux de Claude Ptolémée à propos d'Aristote, eh bien, le modèle aristotélicien qui a été porté par le courant philosophique et théologique des moines et de l'Église catholique occidentale, c'était que la Terre était au centre de tout, hein, reprenant les principes d'Aristote, la Terre au centre de tout, et le Soleil qui tourne autour de la Terre. Voilà. Et donc le modèle qu'avait mis en place Claude Ptolémée marchait très bien avec des systèmes d'épicycloïdes, des planètes tournant et du Soleil tournant autour de la Terre. Voilà, la Terre est fixe. Galilée, ce qu'il amène, lui, c'est qu'en fait, la Terre tourne autour du Soleil. Hein, c'est le modèle héliocentrique, contrairement au modèle géocentrique. Voilà, la politique, elle imprime ce qui est la science à travers, notamment, actuellement, les dépenses publiques vers les universités, les laboratoires de recherche agréés. Donc, du coup, on entend, moi parfois, j'entends des gens érudits et qui ont un grand savoir, hein, mais qui finalement ne font que réciter ce qu'ils entendent sur des podcasts de France Culture, ou bien qui ne font que réciter finalement comment dire, tout le courant scientifique, littéraire que l'on peut avoir et qui émane uniquement d'une pensée, qui est la pensée uniquement de celle qui est imprimée d'une certaine manière, celle qu'on retrouve dans les livres d'histoire, celle qu'on retrouve dans un certain nombre de comptes rendus, de rapports de recherche. Et le problème, c'est que finalement, c'est un peu comme regarder le ciel avec une lunette astronomique très précise, tout ça. Quand on regarde Saturne avec une lunette astronomique précise, eh bien, on voit plein de choses, on découvre des choses, et c'est vraiment très intéressant. Mais en fait, on oublie les 360 degrés qu'il peut y avoir autour de nous. Et peut-être que le meilleur moyen d'observer le ciel, c'est peut-être de regarder sans lunettes astronomiques, dans un premier temps, de comprendre comment le ciel y marche, d'abord. Ça, à mon avis, c'est une question importante. Donc du coup, moi, je me suis mis à faire de la recherche indépendante pour un certain nombre de raisons. Et ce que j'aimerais soulever là, c'est que si la science, elle est décidée par les pouvoirs politiques qui financent des laboratoires de recherche, qui impriment des publications, hein, qui publient, est-ce qu'on fait de la science si l'on découvre quelque chose qui va contre ou en parallèle de la politique ou contre les laboratoires de recherche? Est-ce qu'on fait de la science? Finalement, si on découvre, imaginons, on prend l'hypothèse que je découvre quelque chose
qui est vrai, dont la démonstration logique est vraie, mais que finalement, les chercheurs référents des politiques publiques, finalement, remettent en cause. Est-ce que je fais quand même de la science? Ça, c'est une question. Non, je pense qu'elle mérite d'être posée, d'être réfléchie un petit peu tous les jours, pour pouvoir se remettre en question soi-même. Donc à partir de quel moment je peux dire que je fais de la science? Ça, c'est très important. Est-ce que j'ai la réponse? Bien, la réponse, elle vient finalement au travers des relevés qu'on peut faire sur le terrain, au travers des recherches qu'on a régulièrement, des certitudes que l'on peut avoir, mais en suivant une méthodologie. Et vous verrez la méthodologie après quelle elle va être. Et puis il y a la question du complotisme. À quel moment est-on complotiste en science? Alors ça, comment dire si voilà, s'il y a du complotisme ou pas? Alors on entend souvent parler de la Terre plate. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires actuellement qui parlent de la Terre plate. Alors moi je suis assez dubitatif parce que je demande à tout le monde autour de moi, et je demande aux gens s'ils connaissent pas des gens aussi qui connaissent quelqu'un qui dit que la Terre est plate. Et ce que j'ai à 100%, là pour l'instant j'ai pas un seul cas, je n'ai encore personne dans son entourage proche qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui dit que la Terre est plate. Pourtant, dans nos sociétés occidentales, on fait énormément de documentaires, on étudie énormément de documentaires, on parle énormément de gens qui croient que la Terre est plate à la télévision. Voilà. Moi, ça me trouble parce que je ne connais personne qui croit que la Terre est plate. Voilà. Je connais pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des gens qui ne croient pas que la Terre est plate. Cependant, la Terre est plate pour des gens, pour des groupuscules, pour des gens qui sont très minoritaires, très largement minoritaires, hein, il faut bien le dire, et donc finalement on fait tout un pataquès. Voilà. Moi je pense que, et c'est ce que je propose là dans mes vidéos, je propose de produire du contenu, de recherche, des résultats de recherche dans les archives, des résultats de recherche sur le terrain, tout ça, plutôt que de parler pendant des heures et des heures de gens qu'on ne connaît pas, qui sont dans des groupuscules fermés à l'autre bout de la planète, qui croient que la Terre est plate. Voilà. Moi je pense qu'il faut plutôt se produire et plutôt produire des choses nouvelles, renouveler la science en permanence, la montrer, en parler, en discuter, en débattre, plutôt que de passer son temps à parler de gens finalement qui sont dans des groupuscules et avec qui on n'a jamais affaire, hein, ni de près ni de loin. Voilà. Et à quel moment est-on complotiste? En politique. Bah alors déjà, le complotisme scientifique ou le complotisme politique, hein, comme j'ai dit, la science, en tout cas la science officielle, elle est directement politique. Hein, simplement, hein, Napoléon III avait déclenché tout un tas de, comment dire, de fouilles, de recherches pour établir un certain nombre comment dire, d'éléments qui permettaient d'asseoir une certaine politique, hein, notamment autour des Gaulois. Voilà. Et à quel moment est-on complotiste en politique? Simplement l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du complot. Hein. Donc voilà, il faudrait être, comment dire, il faudrait pas s'intéresser à l'histoire pour dire que le complot n'existe pas. Non, en fait, le complot dans les sphères qui sont de pouvoir est permanent. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de complot. C'est permanent. Donc prenons la CIA par exemple, qui a infiltré tout un tas comment dire, de régimes politiques pour renverser des régimes politiques, pour mettre des dictateurs. Regardons voir ce qui se passe en Russie aussi. Regardons voir César qui s'est fait assassiner par Brutus. Enfin, le pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est l'exercice du complot. Alors, méthodologie, on vient de voir la science moderne. Maintenant, moi,
je pense qu'il faut qu'on étudie quand même sérieusement aussi les démonstrations. Qu'est-ce qu'une démonstration scientifique au sens des Grecs? Donc dans les recherches que j'ai pu faire, un certain nombre de références m'ont amené à réfléchir autour de ce qu'ont amené les Grecs pythagoriciens, platoniciens et aristotéliciens. Voilà. Et du coup, au sens des Grecs, la démarche scientifique, comment dire, la méthodologie grecque, qu'ils ont certainement reçu des Égyptiens, et qui eux-mêmes certainement ont reçu ça des Sumériens, eh bien, repose sur un certain nombre de piliers, dont je vais vous en présenter certains, hein, qui me semblent très importants. Donc la science repose sur des causes, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un phénomène, observer par exemple la Terre, sans dire qu'il n'y a pas une cause à la Terre. Voilà. Sinon, ça reviendrait à dire que la Terre est partie de rien. Voilà. Donc, il y a des causes. Quand on remonte les causes, on s'aperçoit qu'il y a des principes premiers. Donc si je prends par exemple les maths, si je veux décomposer un nombre, je peux revenir au nombre premier. Et c'est ce que j'ai pu montrer dans une vidéo, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout nombre sous forme de mise en produit de puissance de nombre premier. Voilà, ça c'est pour les nombres. Il faut aussi chercher le principe d'universalité. C'est-à-dire que ce que l'on découvre, il faut que finalement ce soit valable partout et de tout temps. Parce que si il y a une possibilité que ça n'ait pas existé partout ou en tout temps, eh bien finalement la théorie elle va être plus faible. Et puis, dernière chose qui est très importante à mon goût, c'est la hiérarchie dans la démonstration, l'ordre logique de la démonstration. Il faut que chaque élément amené, chaque proposition faite, découle d'une autre proposition, donc selon des causes, bien sûr, et des principes premiers. Mais il faut effectivement qu'il y ait un lien avec la suite. Il faut qu'il y ait un lien avec la précédente, ce qui a été posé précédemment, et un lien avec ce qui va être posé de manière suivante. Donc hiérarchie dans la démonstration, on peut très bien imaginer finalement d'aller du plus général au plus particulier. Voilà. Alors, sait-on ce qu'on cherche quand on fait de la recherche? Moi, je fais de la recherche indépendante, même si j'ai une formation universitaire. Et au début, il faut bien le dire, vu que nous avons été finalement, comment dire, élevés dans un monde occidental qui a un certain nombre de valeurs. Nous avons aussi des traditions religieuses, des traditions aussi laïques, des traditions... voilà, il y a tout un tas de traditions qui nous amènent à penser d'une certaine manière. Et il n'est pas si évident que ça de voir les choses au-delà des apparences. Donc au démarrage, quand on fait de la recherche, moi c'était mon cas il y a 7 ans, en 2018, hein, eh bien mes recherches elles étaient désordonnées. Donc j'ai regardé à beaucoup d'endroits séparément, et d'ailleurs j'oubliais souvent ou de faire des photos, ou d'archiver un certain nombre de valeurs, parce que vu que je ne savais pas à quoi chercher, eh bien je ne considérais pas forcément que c'était important. Et puis en revenant sur les sites, je me suis aperçu que c'était important, et puis alors donc du coup j'ai commencé à retenir des nombres ou des dates, et du coup ça permet déjà une première appréhension. Mais au début, les recherches sont quand même très désordonnées parce qu'on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. On a des résultats rapides quand on recherche au début, mais le problème, c'est qu'on n'a souvent pas les causes, il nous manque l'ordre logique pour agencer les éléments, et l'universalité n'y est pas. Donc ça, c'est quelque chose typique. Donc en fait, pour moi, il y a quand même un passage où il faut se former à ce qui ressemble à du désordre. Voilà. Et savoir pertinemment, par contre, qu'il y a un espèce d'ordre cosmique naturel dans lequel l'homme a ordonné les choses. Voilà, ça c'est important. Donc du coup, avec l'expérience, eh bien,
on sait qu'en fait, il y a un ordre naturel aux choses et que les hommes ont cherché à ordonner, donc il faut chercher la cause ou l'ordre logique ou l'universalité. Et idéalement, il faut chercher les trois en même temps, si possible. On s'intéresse donc plus au pourquoi qu'au comment. Bah oui, comment, c'est par exemple comment est-ce qu'ils ont pu mesurer des distances entre châteaux, hein, si je reprends moi ce qui m'intéresse. Mais comment ils l'ont certainement fait avec des instruments, en métal ou en bois, très certainement. En métal, c'est-à-dire qu'en fait, souvent le métal a été refondu, hein, on ne jette pas à la poubelle du métal, hein, on le met pas on le fout pas dans un marécage, hein. Donc on réutilise et souvent on est refondu. Et surtout au XIVe siècle, je vous rappelle que la fin du XIVe siècle, c'est là où on a créé énormément de mécanismes à engrenage pour les horloges au sommet des églises ou des beffrois. Mais aussi, on avait des canons à faire parce que la poudre à canon arrive en Europe occidentale et donc il fallait faire des canons. Donc du coup, en fait, le métal était précieux, simplement. Et quand on sait effectivement les conditions dans lesquelles vivaient les gens à l'époque, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer à la mine et derrière de ne pas réutiliser et de ne pas refondre, de ne pas recycler. Ça, c'est évident. Et pour ce qui est des instruments en bois, eh bien, le bois peut être utilisé comme mode de chauffage, le bois se désagrège si on n'en prend pas soin. Donc en fait, il y a tout un tas d'instruments en bois dont on ne peut pas retrouver les traces. Et ça, c'est un point quand même assez important. Donc pour le comment, on ne peut pas toujours remonter au comment, à moins qu'on en ait la trace archéologique, auquel cas on peut étudier l'objet. Hein, je pense par exemple à la machine denticitaire, qui est un mécanisme à engrenage qui permet de prévoir des cycles astronomiques. Et ça, c'est un mécanisme qu'on a retrouvé au fond de l'eau, coulé dans un bateau, et qui date à peu près de l'époque du Christ, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, avec de l'expérience, et en utilisant bien le principe de causalité, l'ordre logique et l'universalité, on va pouvoir mettre en place des modèles. Et ces modèles, eh bien, on va pouvoir, vu qu'il y a l'universalité, on va pouvoir dupliquer ces modèles sur d'autres endroits. Hein. Éventuellement, même en tenant compte des apports d'autres chercheurs qui fonctionnent sur le même principe, on peut prendre les modèles ou les grandes idées, si vous voulez, les grands principes, les principes premiers qu'amènent ces chercheurs, pour utiliser ce modèle sur place. Donc, méthodologie, eh bien, il faut d'abord rassembler les forces, c'est-à-dire s'appuyer sur des références fiables. Donc déjà, moi je pense qu'il faut s'appuyer sur les sources historiques et ou historiographiques, c'est-à-dire les spécialistes de leur domaine, les spécialistes officiels. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Hein. Mais que, en plus, pour pouvoir faire des découvertes, nous n'avons pas les moyens techniques que peuvent avoir les spécialistes officiels, les chercheurs officiels. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Eux, ils vont pouvoir dater précisément, etc. Donc, pour tout ce qui est datation, notamment des archéologues, ou levée topographique des archéologues, eh bien ça, on va pouvoir s'appuyer dessus. Ça va être une mine de ressources vraiment très très intéressante. Mais d'un autre côté, dans leur travail, c'est des ultra spécialistes. Donc, pour les surpasser dans leur travail, ça, ce n'est pas possible. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est se déporter et regarder avec la science des anciens, notamment à travers les nombres, la géométrie, l'astronomie, eh bien, là, on va pouvoir faire des découvertes. Donc, si on s'appuie correctement sur les sources historiques ou historiographiques et les données des archéologues, après, on peut faire de la recherche indépendante. Et par contre, dans cette recherche indépendante, il est évident qu'il va falloir trier parmi les chercheurs et bien essayer comment dire, d'avoir un œil aiguisé sur les chercheurs qui essayent comment dire, de s'appuyer le plus possible sur les principes des sciences anciennes que j'ai évoquées précédemment. Certes, la géométrie, l'astronomie et les nombres, ça c'est vrai, ça c'est une condition importante, mais pas que. Il faut aussi la causalité, l'universalité, les principes premiers, un ordre logique dans la démonstration. Donc il faut, parmi ces chercheurs indépendants, il faut pouvoir arriver à trier ceux qui amènent une démonstration scientifique
logique au sens des Grecs, comme Aristote. Au maximum, essayer de s'approcher au plus de ça. Deuxièmement, s'appuyer sur des objets contemporains ou ayant une histoire commune rapprochée. Je prends mon cas, je m'intéresse au château du XIVe siècle, de la région concernée, c'est-à-dire d'Ambérieu-en-Bugey, et donc je prends le même type d'objet qui est à la même date. Et d'autant plus, j'utilise les sciences anciennes du quadrivium, donc géométrie, astronomie et nombres, puisque c'est aussi contemporain et qu'on sait très pertinemment qu'ils utilisaient ces sciences-là dans leur vie de tous les jours, enfin ceux qui avaient cette science-là, hein, c'est-à-dire le plus souvent les ecclésiastiques ou alors les nobles. Il faut aussi en faire le tour sur le terrain profondément de tout ça. Profondément, moi ça fait 7 ans que je vais sur le site en permanence, observer des levées et couchers de soleil, mesurer en permanence, remesurer et confronter ces données en permanence. Voilà. Troisièmement, découverte obligatoirement faite avec des techniques que l'on a. Et oui, on ne peut pas se dire qu'on va prendre les mêmes outils que par exemple au XIVe siècle, pour les châteaux du XIVe siècle, parce qu'il y a tout un tas d'outils qu'on n'a plus, qu'on n'a pas, on ne sait pas comment ils faisaient. Voilà, notamment au XIVe siècle, nous n'avons pas l'étalon de mesure, la canne médiévale du coin. Là, ici, on ne l'a pas. Donc il va falloir faire avec les techniques qu'on a, et pour essayer de retrouver des unités de mesure, par exemple. Donc on utilise nos outils modernes pour constater des faits et pour ensuite, avec le maximum de précision possible, pour pouvoir poser le problème. Voilà. Mais après, il faut encore pouvoir trouver l'ordonnancement logique des opérations pour asseoir une démonstration scientifique permettant d'essayer de remonter à ce que les anciens ont pu vouloir faire. Voilà. Et une remarque, somme toute, assez importante, le comment, les outils, on ne les a pas, tous. Voilà. Donc, mais le comment n'influence pas le pourquoi. Donc, c'est-à-dire que si on s'intéresse au pourquoi et on utilise le comment actuel, eh bien, on peut remonter à la source pour le principe de causalité. La science utilisée doit être contemporaine. Alors, au maximum, j'ai envie de dire, les sciences appliquées à ces objets doivent avoir pu être utilisées à ces époques. C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas la théorie de la relativité pour étudier les châteaux du XIVe siècle. Par contre, je peux très bien découvrir, alors je n'ai pas encore découvert ça, mais par contre, on pourrait très bien, on pourrait découvrir finalement une théorie qui est bien postérieure à ce qu'on sait, hein, du XIVe siècle. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'on va découvrir la relativité au XIVe siècle. Mais bon, si on la découvre, on la découvre. Voilà. Mais je ne peux pas utiliser la théorie de relativité au XIVe siècle, simplement parce que je ne peux pas, après, remonter, faire des enchaînements logiques. Je peux utiliser les sciences anciennes, et si je découvre eh bien, qu'il y a des décalages de temps, que les anciens avaient pertinemment conscience, notamment par rapport aux objets qu'il y a dans le cosmos, à la lumière, à la vitesse de la lumière, etc. Voilà, éventuellement, je peux peut-être poser le modèle. Mais ce n'est pas du tout pour l'instant ce que je constate. Mais simplement, vous voyez bien, je ne peux pas utiliser la science moderne pour découvrir quelque chose de l'époque. Voilà. Je peux utiliser les instruments pour le comment, pour découvrir des choses, mais je ne peux pas utiliser les modèles actuels pour découvrir les choses de l'époque. C'est pour ça que j'utilise les mises sous forme canonique des nombres, hein, la recherche des nombres premiers, la géométrie, puisque ça, on sait que c'était utilisé. Voilà. Et on sait que c'était utilisé parce que notamment les Sumériens, 3000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on a retrouvé sur les tablettes d'argile des théorèmes dits de Pythagore, même si Pythagore en fait est bien après. Hein. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, hein, c'est-à-dire que le théorème de Pythagore, il date peut-être de 500 ans avant Jésus-Christ. Enfin, on dit qu'il date de 500 ans avant Jésus-Christ, mais on le retrouve en 3000 avant Jésus-Christ. Donc peut-être que le théorème de Pythagore, il faudra le renommer à un moment donné, puisque ce n'est pas Pythagore qui l'a établi. Alors ce que je propose là, c'est de revenir un petit peu sur des éléments qui nous permettraient de voir la causalité
dans la science, l'universalité et l'ordre logique, la hiérarchie un petit peu d'importance dans la démonstration. Donc je vais reprendre les travaux que j'ai faits dernièrement. Et, pour ce faire, eh bien, je vais d'abord regarder les références officielles. Alors, dans le coin ici, on a des historiens et archéologues. Donc, il y a notamment lui, Paul Catin, qui a fait énormément de travaux et qui a traduit les contes des Châtellenie, beaucoup de contes de Châtellenie de l'époque du XIVe siècle. Et on en a donc ils en ont fait des éditions dans les cahiers René du Singe, par exemple. Voilà. Bon, après, je peux aller directement à la source, hein, directement aux archives. Moi, j'ai envie de dire que je traduirai moins bien le latin, moi qui ne parle pas latin, que quelqu'un qui en fait la traduction latine. Donc j'ai tendance plutôt à m'appuyer là-dessus. Voilà, maintenant je peux passer mes 10 prochaines années à faire du latin, pour ensuite passer 20 ans à décoder les 20 000 archives en latin du comté de Savoie, et à refaire la même chose pour le Dauphiné. Je peux faire ça. On peut faire ça. Quel sens ça a? En fait, je passe à côté de moi ce que je cherche. Par contre, si je vais directement sur les traductions de gens qui ont appris le latin, je pense que je me tromperai pas beaucoup. Voilà. Pareil pour Alain Kersuzan, voilà, il a fait un énorme travail, et en particulier, il a travaillé sur les mesures standardisées des toises de Savoie. Donc ça, c'est important, puisque des mesures standardisées vont nous donner un code numérique, vont nous donner des nombres dans une unité de mesure, et ça va nous permettre d'effectuer le travail. Donc d'ailleurs, et à ce jour, il y a peu de... Finalement, il a fait un bon travail, parce que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a fait. Nous avons aussi donc d'autres archéologues qui ont fouillé ici sur le terrain les châteaux. Donc c'est une chance, parce que ça a été fouillé, les châteaux du coin ont été fouillés, il y a un travail sur les mesures standardisées qui a été fait dans la région, et on a quelqu'un qui a traduit du latin un grand nombre de documents sur les châteaux du coin. Donc ça, c'est vraiment une richesse, donc je peux m'appuyer là-dessus. Voilà, ça c'est pour les officiels. Maintenant, il y a les chercheurs indépendants. Alors, chercheur indépendant, je vais commencer par Quentin Leplat. Lui, il étudie l'astrogéométrie, les nombres, la métrologie, la philosophie. Voilà, donc j'ai mis les références ici. Hein. Alors, pourquoi je l'ai mis en premier? C'est tout simplement parce que lui, on s'est connus quand on avait 16 ou 17 ans, en fait, et je sais à quel point il y a quelque chose de fondamentalement scientifique chez lui, et d'autant plus qu'il a été entraîneur dans le cyclisme, et un entraîneur très pointu. Hein. Et du coup, on s'est perdu de vue dans la vie, voilà. Et moi, à un moment donné dans ma vie, j'ai fait des recherches sur les Templiers ou le Moyen-Âge, je crois, et je suis tombé sur ces vidéos. Et je me suis vraiment demandé sur le moment pourquoi il faisait de la numérologie. En fait, il était très bien référencé, c'est pour ça que je suis tombé dessus, il était très bien référencé sur Internet. Moi, je me demandais pourquoi il faisait de la numérologie. Mais en regardant de plus près, et en me souvenant quand même qu'il avait un esprit scientifique très pointu et très poussé, eh bien, je me suis mis à étudier ce qu'il faisait. Et il a donné notamment une autre référence, c'est Howard Crowhurst ici, dont je donne les liens ici. Là. Et du coup, Quentin Leplat et Howard Crowhurst, quand j'ai étudié tout ce qu'ils ont fait, j'y ai décelé quelque chose de profondément scientifique, d'universel, parce qu'ils utilisent des sites différents en appliquant toujours de l'astrogéométrie, c'est-à-dire des modules carrés orientés sur des axes cardinaux, en retrouvant des unités de mesure qui ne sont pas censées être existé à l'époque. Et ça m'a interrogé. Et du coup, ils expliquent la causalité de tout ça en allant chercher sur des sites toujours plus anciens. Et ils retrouvent, dans le principe d'universalité, avec une chronologie, à mes yeux, dans un ordre logique dans leur démonstration, qui m'a fait dire que je dois les prendre au sérieux. Voilà. Ça, c'est vraiment fondamentalement ce qui m'a frappé chez eux. Il y a là Melissa Campbell, dont j'ai fait récemment la connaissance, là, une Irlandaise,
Elle a un site et j'ai vu qu'elle était comment dire, très approfondie en philosophie, en métrologie, en géométrie du sacré et astrogéométrie. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler un petit peu parce qu'il y a un certain nombre de choses là qui m'a interpellé dans ce qu'elle a amené. Voilà. Et effectivement, elle prend elle aussi appui sur les travaux d'Howard Crowhurst et Quentin Leplat. Donc, pour moi, effectivement, j'y vois quelque chose de très important comme ressource. Et puis, il y a Fred Malbeau de la chaîne L'Apprentissage, euh, dont je regarde les lives régulièrement. Alors lui, il est très approfondi en égyptologie, donc un chercheur indépendant, et il a pu mettre en place comment dire, un modèle de planétarium qui renvoie aux pyramides d'Égypte et qui est assez troublant, assez intéressant. Mais surtout, ce que je retiens aussi de Fred, c'est que il nous rappelle en permanence au cours de ses lives que la science est itérative, que l'on peut mettre de côté quelque chose qu'on pensait vrai à un moment donné, mais qui maintenant s'avère peut-être obsolète ou faux, ou dont il faut préciser les contours. Et Fred a cette qualité quand même assez importante de réactualiser la science en permanence. Voilà. Dans sa globalité, et plus précisément en égyptologie. Alors, moi je vous propose juste une petite analyse du travail que j'ai fait en méthodologie en allant jusqu'à la cartographie en fait d'Amberieu en Bugey. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu mes autres conférences, moi je vous engage à regarder les autres conférences pour bien que vous compreniez l'enchaînement, l'ordre logique de ma démonstration, des démonstrations que je peux faire, et le côté universel aussi d'une certaine manière. Alors, je commence comme ça dans ma conférence, c'est que je montre finalement Amberieu-en-Bugey, la tour de Saint-Denis du 14e, le château des Alimes, là il y a un château en haut du Mont-Lusandre, mais aussi il y a le château de Saint-Germain quand on se place depuis la tour de Saint-Denis en Bugey. Voilà, je commence comme ça pour préciser finalement comment dire, l'environnement. Et pour insister sur une chose, c'est que c'est un lieu de communication, des voies de communication c'est un lieu extrêmement important, des voies de communication aussi bien ferroviaires que au niveau aérien, puisqu'il y a une base aérienne et il y a un centre ferroviaire très important. Voilà, donc nord-sud, est-ouest, et d'ailleurs en 1945, 1944, eh bien, il y a eu des bombardements parce que les Américains tout simplement voulaient détruire complètement les chemins de fer ici et les locomotives pour empêcher les Allemands de se ravitailler finalement. Hein. Et un certain nombre de bombes d'ailleurs a atterri à côté, là sur la tour de Saint-Denis, enfin dans les environs ici. On a aussi les résistants qui ont détruit 52 locomotives ici en Amberieu-en-Bugey. C'était en 1944 je crois. Donc en fait, c'est un lieu de communication pour lequel les hommes se sont battus. Ça, c'est très important. Ils se sont battus en 44-45. Ils se sont battus au XIVe siècle entre la Savoie qui avait de l'autre côté dans la vallée de la Loire et le Dauphiné. C'est un lieu qui est prisé, dont les hommes ont voulu conquérir. Donc c'est un lieu important. Un carrefour important, un carrefour commercial, puisque la Savoie voulait passer ici par Amberieu-en-Bugey. Voilà, puisque la Savoie avait des fiefs dans la Dombe. Et le problème, c'est qu'ils étaient obligés de passer par la montagne. Ils auraient bien aimé passer par la vallée de l'Albarine qu'on voit ici. Donc non, là c'est le Rhône, pardon, là c'est le Rhône. Et il y a la vallée de l'Albarine, par ici, qui vient de Chambéry. Et ils auraient bien aimé passer par la vallée, mais ils étaient obligés de passer par la montagne. Donc en fait, là, ça a été un lieu de tension où ils ont fait la guerre. Donc, Amberieu-en-Bugey, carrefour, très important. Les hommes se sont battus pour l'avoir parce que c'est une zone stratégique, carrefour de communication très importante. Voilà,
je ne peux pas dire autrement que ce lieu est important, au moins pour cette raison-là, au minimum. Je précise l'enchaînement chronologique de tout ce qui s'est passé finalement. Donc là, je mets sur l'axe des temps les dauphins, donc Jean Ier, Humbert Ier, Jean II, etc. Mais il y a aussi Philippe Ier, Amédée V de Savoie. Donc là, c'est les Savoyards, les comtes de Savoie. Là, vous avez les dauphins de Viennois, ici, tout le long. Et vous avez, eh bien, ici, par exemple, siège et prise du château de Saint-Germain. Ils se sont battus pour avoir Saint-Germain, les Savoyards. Mais ils ont été obligés de rendre le château. En 1321, de nouveau, ils ont pris le château de Saint-Germain. Voilà. Il y a eu la bataille de Varay, au château, dans la plaine, en face du château de Varay. Voilà. Donc il y a eu des batailles, il y a eu des chevauchés aussi qui ont ravagé les villages. Voilà. Enfin, ils ont voulu conquérir et défendre, cette zone-là, en permanence. Donc ils ont construit des édifices militaires pour se défendre. Je crois que l'enchaînement logique, l'ordre logique est respecté dans ce que je dis actuellement. Alors vous allez voir que je vais omettre à un moment donné, dans cet ordre, je vais omettre une logique. Donc à vous de la trouver. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais à partir de maintenant, vous pouvez être aux aguets pour voir quel point de logique n'y est pas. Et ça, c'est important dans la hiérarchie de la démonstration. Donc maintenant, on va passer au château. Donc j'explique qu'il y a des châtellenies ou des bâtis de terre et de bois. Voilà. J'explique pour le château des Alimes et la bâtie de Saint-Denis, ici, que vous avez eu des châteaux en pierre à partir, alors pour le château des Alimes, c'est à partir de 1312, pour la tour de Saint-Denis, c'est à partir de 1323, en pierre. Avant le château de pierre, vous aviez ici un château de terre et de bois, à Saint-Denis. Et avant 1313, eh bien, on ne sait pas trop. Probablement, il y avait quelque chose, mais on ne sait pas trop. Et pour les Alimes, eh bien, en 1305, eh bien, il y a eu aussi une bâtie de terre et de bois. Donc les bâties de terre et de bois, c'était intéressant pour les attaquants, pour ceux qui étaient à l'attaque, puisqu'ils y foutaient le feu régulièrement. Voilà. Donc là, ce que je veux montrer, c'est que les châteaux sont passés successivement à la Savoie ou au Dauphiné, que les châteaux ont tantôt été de terre et de bois, tantôt de pierre, et ces châteaux de pierre ont tout d'un coup eu des rôles fiscaux, des rôles de justice, des pouvoirs de justice, des pouvoirs militaires, et que donc du coup, un château de pierre peut changer de statut. C'est-à-dire un château de pierre peut juste être un élément militaire, comme une bâtie, ou alors passer sous le statut de châtellenie qui va regrouper un ensemble, un territoire avec un ensemble de bâtis militaires pour pouvoir, qu'il fallait administrer d'une certaine manière. Je précise aussi au XIVe siècle le contexte global, et en particulier en 1300, c'est le début du petit âge glaciaire, et ça c'est très important pour expliquer qu'en 1315, à l'époque où les châteaux sont construits, vers 1312, entre 1312 et 1318, le château des Alimes, et bien en 1315, vous aviez en France 50% de récolte en moins. Donc en fait, c'est dramatique, beaucoup de pluie et du froid. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que au même moment, en 1312, où on commence à construire le château des Alimes, en fait, vous avez la dissolution de l'ordre des Templiers au concile de Vienne, donc dans le Dauphiné de Viennois. Donc les Templiers ont quelque chose à voir avec le Dauphiné de Viennois. Et je rappelle que la dissolution s'est faite par le pape Clément V. Clément V, pape couronné à Lyon. Et c'est le premier pape qui ne siège pas à Rome, mais en France. Donc ça, c'est des éléments qui viennent tous se coordonner autour de Lyon, de Vienne, Dauphiné de Viennois, et qu'en tout cas, il faut garder sous le coude parce qu'on va en avoir peut-être besoin à un moment donné pour raccorder des éléments. Voilà. Il faut avoir tous les éléments pour pouvoir en parler. On a aussi autre chose à dire de très important, c'est qu'au-delà des grandes plaies qu'il pouvait y avoir, il y a aussi le siècle de la quantification au niveau des technologies. C'est le siècle de la mesure. Voilà, ça c'est très important. Et j'explique notamment qu'il y a
qu'il y a un chercheur, Alfred Crosby, qui a édité un livre dans les années 80 livres, et qui explique bien tout ça. Et donc, c'est le siècle de l'horlogerie. Donc de l'horlogerie, c'est-à-dire des engrenages. Des engrenages, donc c'est-à-dire de la réduction. C'est-à-dire pour un engrenage qui tourne vite à l'entrée, vous avez un engrenage qui tourne très lentement à la sortie pour indiquer une heure, par exemple. C'est le principe de la réduction. Voilà. Et à la fin du XIVe, beaucoup d'églises et de beffrois mesurent et indiquent l'heure. Donc ça, on en est sûr. Donc on est sûr qu'à la fin du XIVe, on maîtrise l'engrenage et on sait mesurer le temps, sans problème. Donc on peut s'appuyer dessus. Voilà. Dire qu'au début du XIVe, ils savent aussi le faire, mais plutôt pour les riches, ça c'est possible. En tout cas, à la fin du XIVe siècle, c'est démocratisé, c'est-à-dire que le paysan peut le voir. Voilà. Voilà. Donc après avoir fait cette étude-là, on va s'intéresser aux deux châteaux qui nous intéressent pour après, pour voir la cartographie après des lieux. Donc on s'intéresse à la bâtie du pont de Chauxon. Donc là, il y a un principe de toponymie euh, à respecter, c'est-à-dire qu'il faut aller au plus près des noms qu'on utilisait à l'époque. Alors la bâtie de Chauxon, elle était sur le mont Saint-Denis. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis le village n'existait pas au moment où la bâtie s'est construite. Hein. Et cette bâtie, elle ne s'est pas construite n'importe où, en fait. Elle est tout au bout d'une colline. Et vous voyez que, en fait, ici, les historiens et archéologues disent qu'ils ont rajouté de la terre et du galet pour ensuite poser la tour par-dessus. C'est ce qu'on appelle un molar. Pour mettre à niveau. Ils ont mis à niveau, ils ont égalisé le niveau. Ils auraient pu la mettre plus bas, la tour. Ben non, ils ont décidé de porter de la terre. Alors, qui a porté de la terre? Est-ce que c'est les gens du XIVe siècle? Ou est-ce que déjà, en 2000 avant Jésus-Christ, ils l'ont fait? Bon, là, on ne peut pas répondre à la question encore, mais en tout cas, on ne peut pas enlever cet élément, surtout qu'après, on va faire de la topographie. Donc, on est bien obligé de connaître la topographie du lieu. Et ce qui a été fait, et ce que les archéologues en disent. On étudie maintenant l'œuvre des Alimes, donc le château des Alimes, l'œuvre des Alimes. Donc là, il y a quelque chose d'important, c'est les historiens parlent de l'œuvre des Alimes parce que dans les contes de Châtellenie, on ne retrouve pas le mot château quand ils ont construit. À l'époque où ils construisaient, ils n'appelaient pas ça le château. Pourtant, c'est un château, hein, on voit bien. Hein. Et bien, eux, ils n'appelaient pas ça un château, ils appelaient ça l'œuvre des Alimes. Alors, l'œuvre, opéra, ça peut être vu comme le chantier, la construction. Hein, voilà, en latin, ça peut être comme une œuvre artistique, une œuvre musicale ou un chantier, une construction. Voilà. C'est en haut d'un promontoire rocheux, donc là il y a du roc par-dessus, voilà, et c'est à 659 mètres d'altitude, voilà, et ça fait face à une autre bâtie qui est au sommet du mont de Luisante, par là. Voilà un petit peu pour les lieux. Donc maintenant, on va faire en vue de dessus, regarder de quoi il est constitué, ce château. Et bien vous avez une enceinte carrée avec tour ronde et tour carrée, et puis la petite tour ronde au nord, qui vient comme pour fermer une enceinte légère qu'il y a au nord, là vous voyez. Donc en fait il y a deux enceintes dans ce château, il y a une enceinte ici, et une enceinte au nord. Alors souvent, au Moyen-Âge, ce qu'on voit, c'est une tour avec une petite enceinte, comme ça, et il y a une autre enceinte, mais qui vient ceinturer complètement le château, comme pour la défendre. On voit bien que cette enceinte légère au nord, ici, elle n'ajoute pas, à part, si vous voulez, à part peut-être de ce côté-là, pleinement au nord, elle ajoute de la défense, mais elle n'ajoute pas de la défense tout autour du château. Hein. Ça, l'ordre logique des choses, encore une fois, hein, c'est-à-dire que ce que j'explique là, hein, c'est que cette enceinte ici, elle a un rôle, certainement militaire, hein, militaire d'ailleurs, voilà, il n'y a pas de problème, notamment on a une tour ici et une grande muraille, mais qu'en tout cas, elle ne ceinture pas tout le château, donc elle ne défend pas tout le château, elle défend une partie du château, au nord. Ensuite, on s'intéresse aux archives du comté de Savoie et à l'historiographie des châteaux, et en particulier à un document, un article qu'a écrit Alain Kersuzan au début des années 2000 sur la standardisation des toises de Savoie, du comté de Savoie. Et donc il explique que nous avons
une toise de Savoie qui vaut 1,875 mètres et un pied de 31,25 cm. Alors ce qu'on a, nous, dans les comptes de Châtellenie, parce que c'est massivement des comptes de Châtellenie qu'on a au niveau des documents, hein, le plus souvent c'est ça, hein, eh bien on a une facturation, par exemple Pierre Roux, hein, on lui a acquitté pour un mur de la grosseur de 4 pieds, voilà. Et donc on voit que là, on facturait, on acquittait des factures dans les comptes de Châtellenie en pieds, voilà, par exemple 4 pieds. Voilà, donc ça c'est le document d'Alain Kersuzan. L'intitulé exact c'est la mesure standardisée des toises de construction dans les châteaux forts du comté de Savoie. Fin 13e, 14e siècle. Donc je suis pas anachronique, je suis dans le thème. Et j'étudie la métrologie, puisqu'après je vais aussi étudier moi de mon côté la métrologie. Donc il y a le pied du Seigneur à 31,25 cm. Comment l'auteur a pu le retrouver? Ben, le problème c'est que on a retrouvé de cette époque aucun étalon de mesure. Donc du coup, il est allé regarder dans les archives de la construction du château de Pondin. Il a vu qu'il y avait une mesure à 4 pieds. Alors je fais très sommairement, hein, il a vu qu'il y avait une mesure à 4 pieds. Voilà. Il est allé au château de Pondin et à l'endroit où il y avait 4 pieds, ils ont décaissé autour du mur, ils ont mesuré. Ils ont mesuré aussi en longueur, les toises, voilà. Et ils ont vérifié que en fait, eh ben, le pied valait 31,25 cm. Et donc 4 pieds valent 1,25 m. Voilà. Ça, c'est pour la Savoie. Il a étudié pour la Savoie. Mais je vous rappelle qu'on est pile poil imbriqué avec le Dauphiné. Et que dans le Dauphiné, eh bien, en tout cas, moi, des recherches que j'ai faites, j'ai beaucoup moins de certitudes. Il n'y a pas la même étude qui a été faite qu'Alain Kersuzan dans le Dauphiné. Et je n'ai, pour ma part, pas de certitude sur les toises utilisées, en tout cas au XIVe. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à Château-Queyras, en fait, on ne sait pas si c'est des mesures standardisées dans le Dauphiné. Mais dans la Savoie, on sait, en tout cas avec ce qu'amène Alain Kersuzan, on voit que c'est standardisé. Dans le Dauphiné, à Château-Queyras, eh bien là, on a bien retrouvé la toise de Château-Queyras à 1,875 mètres. Donc comme la toise de Savoie. Alors, Château-Queyras par rapport à Envergure-Bugey, c'est quand même très loin. Hein. Voilà. Mais c'est aussi dans le Dauphiné. Donc, pourquoi on retrouve loin dans le Dauphiné une mesure identique à celle qu'on pouvait utiliser finalement en Savoie? Ça, c'est intéressant. Standardisé en Savoie. Et puis, on a l'aune d'Embrun qui était aussi en Dauphiné, qui valait 1,25 m. Et 1,25 m, bah, c'est 4 pieds de Savoie. Pourtant, Embrun, c'était dans le Dauphiné. Et Embrun, effectivement, on est en direction de Château-Queyras quand on va là-bas. Donc, vous voyez que pas de certitude sur le Dauphiné, mais qu'en tout cas, retrouver 1,875 ou 1,25 comme 4 pieds dans le Dauphiné, c'est possible. Hein, parce que je rappelle que toutes les unités de mesure étaient un peu éclatées dans selon les localités. Mais en fait, la standardisation, c'était améliorant, modernisant leur administration pour faire la guerre. Eh bien, ils ont standardisé des mesures dans tous les châteaux pour, à chaque fois, finalement, eh bien, avoir des modules standardisés dans leur construction. Alors là, je vais passer. Et donc, nous avons maintenant à identifier à des éléments connus. Nous n'avons pas retrouvé de canne. Par contre, nous n'avons pas retrouvé de canne, c'est-à-dire d'étalons de mesure utilisés à l'époque. Ça, c'est l'idéal. Quand on retrouve ça, bah, c'est vraiment l'idéal. Mais on n'a pas retrouvé ça. Par contre, on a les travaux d'Alain Kersuzan qui nous disent 1,875 m de toise et 31,25 m de pied. Ce qu'on peut faire, nous, en sciences anciennes, c'est qu'on sait que les nombres ont une importance. Voilà. Donc on va regarder leur importance à ce qu'on connaît déjà. 1,875, vous pouvez le faire à la calculatrice, c'est 15 huitièmes. 15 huitièmes, je divise 15 par 8, 1,875. Eh bien, si vous voulez, la toise la plus vieille qu'on connaisse, c'est la coudée de Nippur. Elle fait 51,84 cm. Et
Si je divise la coudée par le pied de Nippur, bah, devinez, j'ai 1,75. En 3000 avant Jésus-Christ, on a une coudée, alors qu'au XIVe siècle, on n'a pas la coudée ou la toise du coin. Mais là, on a la plus vieille coudée, assez curieusement, qui nous renvoie un rapport entre la coudée et le pied de 1,875. Il y a une pensée commune, et c'est ce que j'ai voulu dire au début, qui nous amène dans l'ordonnancement logique et le principe d'universalité, et bien qu'on retrouve les nombres à différents moments de l'histoire, réutilisés différemment, et là, on le retrouve sous cette forme. Alors, la coudée de Nippur, ça semble peut-être pas vous parler, donc c'était la plus vieille coudée en 3000 avant Jésus-Christ qu'on a retrouvée, et cette valeur-là de la coudée de Nippur, elle a à voir avec quelque chose qui est décrié par les universitaires actuels, c'est le yard mégalithique du professeur Thom. Il a travaillé sur des sites mégalithiques et il a fait des mesures de tout un tas de sites mégalithiques, des mesures très précises, et il en a déduit statistiquement des distances, des modules, des unités qui revenaient régulièrement dans les constructions mégalithiques entre centre de menhir et centre de menhir. Voilà. Et il a découvert une valeur qui s'approchait aux alentours de 83 cm à peu près, 82,944. Et ce qu'on sait, c'est que la coudée de Nippur a un lien, je crois, de 4 par rapport au yard mégalithique ou à la toise mégalithique. C'est-à-dire qu'il y a un lien vraiment précis entre les deux. On sait aussi que le yard mégalithique a à voir avec les dimensions de la Terre, et on sait que le mètre, à la Révolution, a été défini aussi en fonction des dimensions de la Terre, et à voir avec le yard mégalithique et la coudée de Nippur. Donc voilà, dans l'ordonnancement logique, qu'est-ce qui nous amène finalement à lier des nombres, quel que soit le temps et quels que soient les endroits. On identifie, on fait une identification. Du reste, en science, c'est tout à fait ce qu'on fait. On fait de l'identification. Voilà, on est les champions du monde de l'identification. Par exemple, si vous voulez connaître le comportement d'un moteur à courant continu, vous faites varier la tension à l'entrée, vous lui mettez une tension, et vous faites varier la tension, et vous mesurez la vitesse de rotation à la sortie. Vous allez donc avoir des points, la vitesse de rotation en fonction de la tension. On va tracer ces points sur un tableur, on va faire un graphique de ce nuage de points. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ça fait une droite. Donc, voyant que ça ressemble vraiment à une droite, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer une droite et on va chercher le coefficient directeur de cette droite. On fait une identification, ce qui nous permet d'avoir le modèle de comportement de la vitesse de rotation en fonction de la tension, si bien que si jamais une tension, eh bien, je peux prévoir à combien le moteur va tourner. Je peux prédire. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'identification. Là, c'est tout à fait ce que je fais avec 1,875 mètres. Je regarde où est-ce que je retrouve ça, et en particulier, je retrouve ça pas n'importe où, je retrouve ça sur la coudée la plus ancienne qu'on ait. Ça, c'est important. Maintenant, pour le pied, 31,25, 25 huitièmes. Alors, on retrouve ça énormément chez les Romains, chez les Grecs, chez les Égyptiens, comme fraction de pi dans le système métrique. C'est-à-dire que là, c'est comme si on voyait une certaine version de pi, mais dans le système métrique. Et ça, c'est important. Je ne dis pas que c'est l'argument ultime, mais ça, couplé à ce que je viens de dire avant, nous donne une certitude, c'est que l'hypothèse de l'universalité et des causes pour lesquelles on utilise ces nombres, elle est là, elle est présente. Donc, l'hypothèse que ça c'est important, ces nombres-là sont importants, est confirmée puisque tout un tas de chercheurs indépendants, dont j'ai donné les références précédemment, en parlent, l'ont trouvé. Et moi je le trouve. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le trouve, c'est les historiens spécialistes du coin. Et dont on en fait l'identification. Du coup, on peut regarder quel est le système de pensée. Alors, à la Révolution, 2 puissance 2, 2 au carré, donc, c'est 4. Eh bien, 4, c'est finalement le nombre des dimensions de la Terre qui passent par le méridien terrestre. Parce que,
eh bien, on a un périmètre qui passe par les pôles qui vaut 40 007 km environ. Donc à la Révolution, on dit que le mètre est défini comme le quart du 10 millionième terrestre. Donc moi, je réécris ça sous forme de puissance de 2. 2 puissance 2 fois le mètre fois, avec un certain nombre de zéros, là, vous voyez, 10 puissance 7. Eh bien, ce que je m'amuse à faire, c'est regarder en prenant la toise de Savoie. Ça, c'est moi qui le fais. C'est juste pour identifier 31,25 cm. Si j'utilise le pied de Savoie, eh bien, la circonférence méridionale terrestre, elle vaudrait 2 puissance 7, pied de Savoie, et je rajoute des zéros. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un même système de pensée ici, 2 puissance 2 ou 2 puissance 7, c'est une mise en puissance de 2, tout simplement, du périmètre méridional terrestre. Ça, c'est important à identifier. Donc tout ça nous amène à bien voir un certain principe d'universalité. Maintenant, on va faire de la recherche indépendante, plus particulièrement. Après avoir cherché un petit peu partout, et l'expérience venant, je me suis aperçu de quelque chose, finalement, et ça m'a frappé sur le moment, c'est que eh bien, les distances entre châteaux correspondaient aux altitudes d'arrivée. Donc Tour Saint-Denis à Limes, 6542 mètres, altitude d'arrivée 659. On voit bien qu'il y a le 65 qui revient ici. À Limes, Luisandre, 805 mètres de distance, et on arrive à 805 mètres d'altitude. Les deux premiers chiffres significatifs sont les mêmes. Luisandre, Saint-Germain, 4632 mètres, et j'arrive à 466 mètres d'altitude. 46 qui intervient. Et enfin, Saint-Germain, Tour Saint-Denis, 3345 mètres pour 332 mètres d'altitude. C'est le 33 qui revient. Voilà. J'ai précisé, pour éliminer le hasard, j'ai calculé le hasard, et je trouve qu'il y a une chance sur 100 millions que c'est pu être fait par hasard, puisque ça forme une boucle en plus orientée fermée. Moi, au début, je trouvais ça vraiment déjà... je trouvais ça exceptionnel au début de mes recherches. Voilà. Et c'est vrai que ça l'est. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de pas précis là-dedans. 6, 5, 4, 2, 6, 5, 9. Vous voyez 4, 6, 6, 4, 6, 3. Il y a quelque chose de pas précis quand même. Sauf que quand on calcule le hasard, c'est une chance pour 100 millions. Donc en fait, c'est assez remarquable. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il y avait un principe cartographique. Pourquoi ? Parce qu'on a la distance et on a l'altitude d'arrivée. Distance-altitude, il nous manquerait finalement que l'azimut pour définir complètement les points les uns par rapport aux autres. Il nous faut une distance, une élévation, la différence d'altitude entre les deux, et un angle par rapport au nord, la référence, pour pouvoir le définir. Voilà. Donc, moi, en voyant ça, effectivement, j'ai cherché plus précisément. Et on passe à la suite. Plus précisément, eh bien, ça m'a fait tomber sur le centre des châteaux, que j'ai essayé de prendre du mieux possible, vraiment. Vraiment, je n'ai pas voulu tricher, moi je veux vraiment avoir les nombres, je veux vraiment découvrir le code à fond. Vraiment, moi je veux pas voir ce qui m'arrange, je veux vraiment prendre les nombres, parce que le problème c'est que si on prend ce qui nous arrange, on risque de ne pas retrouver le nombre à côté. Donc faut pas prendre ce qui nous arrange, faut vraiment prendre le nombre. Donc du coup, lien logique, je prends les centres des tours. Donc ça il me semble que c'est assez logique, de prendre les centres des tours. On trouve effectivement 6542 mètres, altitude d'arrivée 659. On a l'azimut, on découvre que l'azimut c'est aussi 65. Donc on vient mettre des 65 les uns à la suite des autres. On voit aussi que le diamètre intérieur vaut 6,572, on a 6,5 aussi. Mais bon, le diamètre intérieur, il est un peu elliptique, et puis il est certainement peut-être pas d'origine d'ailleurs, complètement, ça sera à voir. Non, ce qui est vraiment précis, c'est le diamètre extérieur de la tour qui vaut 6,05 mètres. 6,05 mètres, très précisément. On retrouve le 6 et le 5. Donc en fait là, on a une certitude de plus, c'est qu'on retrouve ça dans l'azimut, le 6 et le 5, mais on retrouve ça aussi dans l'architecture. Le lien logique est là. Et donc du coup, ça nous amène à ceci, effectivement. C'est-à-dire que le 65,7, eh bien, si on utilise les degrés minutes secondes, nous avons tout à fait
le même nombre qui revient ici, en élévation, distance, azimut. Ce qui veut dire que le nombre, quelle que soit l'unité, il est là. Quelle que soit l'unité. C'est-à-dire que le nombre est préexistant là à l'unité. C'est-à-dire que je risque de retrouver 6542 à Ambérieux, sous une forme ou sous un autre, ou par multiple de 2 ou de 3, hein, bien sûr, partout. Ce qui est cohérent, puisque là je le retrouve partout, en position précise, cartographique. Hein. Voilà, les topographes géomètres, là, moi ils m'ont dit, bah ouais, c'est une levée topographique, là, parfaite, dis donc, à 6 km 500, c'est quand même pas mal. Hein. Donc du coup, là, on doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est que ce nombre, s'il ne reviendrait pas ailleurs sur Ambérieux. Hein. On élimine le hasard, parce que, effectivement, là, vous voyez que là, on a 10 000 combinaisons. Là, on en a 21 600. Donc 10 000 fois 21 600, ça fait énormément de possibilités enfin, ça fait très peu de chances que ce soit fait par hasard. Voilà. Et effectivement, on retrouve ce nombre. Alors curieusement, avec nos outils modernes, on retrouve que, eh bien, en coordonnées nord en projection Lambert, eh ben, on retrouve aussi 6542. Voilà. Mais là, il manque de la logique. Parce que là, on voit bien que c'est avec nos outils modernes qu'on retrouve ça. Projection Lambert, hein, je rappelle que c'est Ambérieux, la position d'Ambérieux par rapport à la référence équateur, selon un cône qui va nous servir de projection en plan des plans qu'on a pour la France. Voilà, 6542, je retrouve 6542 en position absolue, là où je retrouvais en position relative entre les châteaux. Voilà où est le lien logique. Et donc du coup, maintenant le lien logique il est où? Là je retrouve ça avec mes outils modernes. Mais peut-être que les anciens ils ne voulaient pas le faire comme ça. Bon, ça semble très peu probable. Là, au niveau des possibilités, ça semble très peu probable. Je pense que le nombre en lui-même nous indique que nos outils de mesure, ainsi que ce qu'ils l'ont fait au XIVe siècle, sont identiques, et que donc, pour moi, ce nombre-là suffit. Mais, on va essayer de chercher plus loin, voir si on ne retrouve pas ce nombre, effectivement, dans l'architecture. Alors là, je rappelle quand même ce que c'est la projection Lambert, c'est pour expliquer aux gens. Et là, je montre effectivement en projection Lambert, par rapport à l'équateur en plan, où se trouve Ambérieux, c'est bien 6542 mètres. Voilà. Et donc, où est-ce que je retrouve dans l'architecture 6545, 6542, 6545. Alors, en fait, 6545 ou 6542? Ben, vous allez voir, en fait, la subtilité. Donc, je rappelle que 6542, c'est entre la tour de Saint-Denis et la tour ronde du château des Alimes, ici. Bon, eh bien, tout simplement, où est-ce qu'on va retrouver ce nombre? Si on regarde au château des Alimes, en fait, on n'est pas à 6542 km nord par rapport à l'équateur en plan, on est à 6544 km nord. Voilà, ça c'est important au château des Alimes. Et bien, quand je pars du coin là, de l'entrée ici, que je vais jusqu'au centre de la tour ronde, ici, eh bien, on va avoir un angle d'ouverture de 24-42 degrés. Et quand on connaît un petit peu les sciences anciennes, l'astrogéométrie, d'un plan modulaire carré orienté sur les axes cardinaux comme ça, eh bien 24-42, ça nous donne un plan modulaire carré de 5 par 11 unités. Et donc du coup, 5 par 11 unités, ce qu'on peut faire, c'est vu qu'on a la distance entre le point J et le point C, eh bien on va pouvoir déterminer cette distance-là. Là, ça nous donne 119 mètres. Alors plus ou moins 20 cm maximum, hein, vraiment, c'est un grand maximum. Et l'autre côté vaut 54,09. On identifie avec des nombres premiers pour retomber sur le principe premier. Et on a 119 côté 11 unités. De ce côté-là, on va mettre en nombre premier. Alors, 119 n'est pas un nombre premier, hein, c'est 7 fois 17. Mais 119 fois 5 sur 11. On retrouve le 119, le 5 et le 11 de ce côté-là. Là, on a 119 et 11 unités. Mais il se trouve que le point J ici, si on va au point J, ben, je vous rappelle, on a 6544,4 km nord en plan. Mais si on reprend le plan modulaire carré, le 5 et le 11 sont des nombres premiers.
si je fais 119 fois 5 fois 11, ça me donne 6545. Soit une approximation très 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 proche de la projection en plan, en latitude, du château des Alimes. Donc d'une certaine manière, 119 est ma latitude. Voilà où est l'enchaînement logique. Et du coup, eh ben, je me suis posé la question, si ça c'est comme une latitude, eh bien ça, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être peut-être une longitude. Et effectivement, regardez bien, l'enchaînement logique il est là, 5409, 5,41. On retrouve le même code numérique, le même enchaînement. Voilà. J'espère que vous arrivez à comprendre la méthode. Et maintenant, j'aimerais revenir sur le point, finalement, le point que j'avais évoqué. Il manque quelque chose dans l'ordre logique que je viens de vous expliquer, cette cartographie-là. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui vient que ça vient couper le raisonnement. Et donc, du coup, la démonstration telle que je l'ai fait, ben, il y a quelque chose qui manque. Sauriez-vous la retrouver? Moi, je vous encourage à mettre la pause, éventuellement à vous repasser jusqu'ici cette vidéo et essayer de retrouver là-dedans quel est l'argument logique qui manque pour arriver là où j'arrive. On est d'accord que ce que je vous montre, ça marche, mais au niveau de la démonstration, il manque quelque chose. La démonstration n'est pas bonne. Donc je vous laisse mettre la pause, vous faites un essai, vous regardez, et je vous dis à tout de suite. Donc maintenant, ben on va voir qu'est-ce qui manque. Ben en fait, moi je vous ai dit, ici, ben on part du point J, on va au point C. Plan modulaire carré, 5 par 11. S'il est évident, et je n'ai pas besoin de le justifier, que le centre de la petite tour ronde nord est un point important, le centre des tours est un point important en construction, puisque c'est de là où on va planter le piquet, et puis éventuellement on va faire un cercle avec une ficelle, par exemple, tout simplement, comme sur le sable, si vous voulez. Donc le point C, je n'ai pas à le justifier. Pour moi, j'estime que je n'ai pas à le justifier, mais je l'ai quand même fait en montrant précédemment, regardez bien, que on a un code numérique précis en prenant le centre des tours, c'est le 6542 ici, et que c'est donc bien le centre des tours qui est utilisé. C'est bien le centre des tours qui est utilisé. Donc, j'ai bien déjà précisé. Donc, je reprends le centre des tours. Donc ça, je ne le rejustifie pas. Il est là, il est bon. Mais le point J, eh bien le point J, à aucun moment, je vous ai justifié l'utilisation du point J. Donc, pourquoi je ferai un plan modulaire carré partant du point J? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de lien. Certes, au final, tout marche dans ce que j'ai fait, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de lien, eh bien, je ne peux rien en déduire. Voilà. Et ça, c'est fondamental dans la démarche. Il faut trouver un enchaînement logique, et du coup, dans la méthodologie, il faut trouver des références. La référence, je vous ai dit, c'est l'équateur, donc la latitude par rapport à l'équateur en plan. L'équateur est bien une référence. Je vous ai parlé de 24 degrés 42 minutes, de 24 degrés 42 nord. Le nord est une référence. Mais je ne vous ai pas, à aucun moment donné, justifié que J est une référence architecturale ici. Donc du coup, J est une référence architecturale pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la porte d'entrée. Ok, voilà, mais c'est pas suffisant. Deuxièmement, eh bien, si on va au point B, dans le coin de l'enceinte légère, vous voyez, je me place là, eh bien on voit que la muraille d'enceinte légère a été construite par rapport au point J au bout, ici, et c'est d'autant plus pertinent que on voit bien qu'il y a une rupture ici, et que l'enceinte légère va au point L. C'est-à-dire qu'on a bien utilisé le point J. Il y a un autre élément, ben simplement, JC aligne aussi, vous voyez, le coin de la courtine ici. Ça aligne. Donc ça, c'est un point important. Autre point important, c'est qu'on retrouve une combinaison entre JC et JL, puisque JC, c'est 5 fois JL exactement. Donc il y a un code numérique qui fait que on a fait un changement d'échelle 5 fois. Donc ça aussi, c'est un point important. Autre point important, c'est que j'ai expliqué que la muraille partait est,
ici, la muraille d'enceinte légère par est, plein est, et que donc du coup, si je me place, et elle fait 50 mètres exactement jusqu'à la grande muraille, plein est, et bien si je me place à 50 mètres, pardon, à la moitié, au point K, et bien ça fait 25 mètres. Et si je trace KJ, et bien je m'aperçois que je viens positionner angulairement la tour carrée. Voilà. Donc ça, c'est un autre élément qui me permet de dire que le point J est un point de référence très important au sens des bâtisseurs. Alors, il y a bien d'autres choses qui font que le point K est un point de référence. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a notamment cette distance de 117 mètres, ici, qui vient rentrer en résonance avec le plan modulaire carré que vous avez ici, qui vient rentrer en résonance. Alors je peux le développer, c'est-à-dire que 117 mètres ici, jusqu'au point K, 117, le nombre 117, mais en fait, c'est comme si on faisait 119 divisé par 11, me donne 10,8, mais que si j'en fais le carré, pour avoir la superficie d'un petit module carré, eh bien ça me donne 117 mètres,03 mètres carrés, 117,03 mètres carrés de surface de ce petit module carré. Voilà. Alors que le point K n'a rien à voir avec le plan modulaire carré. On a 117 mètres de J à K, et on voit que 117 est exactement la surface d'un module du plan modulaire carré. Et ça, c'est aussi une raison pour laquelle le point J est un point de référence. Voilà, donc ça c'est pour la méthodologie générale. Je voulais apporter ce contenu-là. Je ferai d'autres vidéos sur la méthodologie, sur des vidéos plus courtes, notamment sur la mesure, comment est-ce qu'on va mesurer les édifices. Sur les nombres, il y a déjà 6 vidéos qui tournent et je vais continuer d'en faire d'autres. Mais donc du coup, sur la méthodologie, je pense qu'il y a beaucoup à dire et qu'il faut travailler la méthodologie sans cesse, perpétuellement, pour essayer d'être le moins à côté de la méthodologie pour pouvoir faire des démonstrations. Sinon, on coupe la démonstration, on casse les démonstrations. Un autre danger dans la démonstration, c'est que tout ce que je viens de vous dire là, d'abord, il faut effectivement respecter l'ordre logique, mais si je venais ajouter des choses, si vous voulez, satellites que j'ai trouvés, eh bien cela viendrait casser ce discours-là, cette démonstration-là. Donc personnellement, je ne le fais pas, c'est-à-dire que je pourrais vous présenter tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Et il y a beaucoup de chercheurs sur Internet qui présentent tout ce qu'ils ont trouvé. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans les chaussettes, à ce moment-là. Mais sauf que le problème, certes, c'est des découvertes qui sont sympas, et moi, effectivement, j'en prends compte, je note certaines choses qui sont trouvées, mais il n'y a pas l'argumentaire logique, et je pense qu'il faut le faire. Vraiment, il faut le faire. Il faut s'astreindre à le faire, à chaque fois, remettre en cause sa méthodologie, échanger sur la méthodologie pour pouvoir affiner sa méthodologie. Et j'aimerais d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, que vous mettiez des likes, que vous partagiez, que vous abonnez, que vous commentiez. Et dans les commentaires sur la méthodologie, j'aimerais que vous soyez critique vis-à-vis de ma méthode et que vous y alliez... que vous n'y alliez pas de main morte, hein. Il faut éventuellement élever la méthodologie encore plus fort pour faire des découvertes encore plus pertinentes et que la démonstration soit encore plus solide. Tout le monde peut faire des recherches, alors allez-y et n'hésitez pas à prendre contact avec moi comme certains l'ont fait. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo méthodologie. Au revoir.